Bonjour tout le monde. Je vous présente Sarah Doshi. Donc Sarah est chef du service de psycho-oncologie à Gustave Roussy. Elle est aussi la présidente de la société de psycho-oncologie. Et elle coordonne le département, c'est un département ? Le département de soins de support, toujours à Gustave Roussy. Donc le titre de son intervention, c'est l'apport de la psycho-oncologie dans l'éthique du soin. Donc on va sans doute parler de clinique. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être là. Et alors, en même temps, très intimidée, parce que d'habitude, je parle de ce que je connais. Et là, ce qui m'a justement intéressée dans le fait de venir, c'est que c'était un peu en dehors de mon champ premier, puisque je suis juste psychiatre et pas éthicienne. Et en même temps, c'était ça qui était intéressant. C'était justement d'aller réfléchir un peu et de partager des choses avec les deux discutants ce matin. Donc voilà, je vous demande beaucoup d'indulgence. Et puis, je vais effectivement essayer de vous parler de comment l'intégration des psychologues et des psychiatres au cœur du soin en cancérose, qui est la définition de la psycho-oncologie, peut contribuer à favoriser l'éthique du soin. Alors juste pour deux petites précisions, je fais partie du comité d'éthique de Gustave Roussy depuis plusieurs années, et il y a quelques années, je m'étais insurgée parce qu'un jour on a eu un cas qui était soumis. C'était un patient avec ce qu'on appelait pudiquement une psychose infantile, en tout cas un retard du développement majeur, jeune patient adulte sous tutelle, avec une leucémie, et les hématologues avaient soumis son cas au comité d'éthique pour savoir s'il fallait ou pas entreprendre un traitement lourd chez ce patient. Et je m'étais insurgée en disant, mais c'est tout de même incroyable, il y a une équipe de psychologie bien fournie à Gustave Roussy qui n'avait pas vu le patient, qui n'avait pas vu les parents, le tuteur n'avait pas été contacté, enfin rien n'avait été fait d'une prise en charge multidisciplinaire, et on était directement passé au stade du comité d'éthique. Et je me suis dit, ce jour-là, il y a quand même un problème dans la conception même de l'éthique qui viendrait potentiellement recouvrir finalement ou prendre la place de la discussion pluridisciplinaire. Et j'en reviens à ce que je vous disais sur l'humilité de ma présentation. Peut-être que finalement, ce n'est que essayer de vraiment structurer un champ pluridisciplinaire digne de ce nom, et que la démarche d'éthique est après. En tout cas, je vais vous raconter ce que peut essayer de faire un psy pour que ça se passe moins mal. Et effectivement, la place d'où je parle, c'est une de ces mains-là, une des nombreuses mains qui contribuent à constituer un soin respectueux de la personne. Alors, je vais parler d'accès aux soins, je vais parler de consentement aux soins, je vais parler d'accompagnement et de soutien par les psys de la démarche éthique, un petit peu ce que je viens de vous dire. Et puis, si on a le temps, je vous dirai 2-3 mots de questions que je pense éthiques posées par la répartition des soins en soins de support et cet éternel problème de besoins qui dépasse largement les ressources, qui pose aussi, je pense, certaines questions d'éthique. Alors, pour commencer par des données, vous savez, les gens qui travaillent dans des CLCC ont des formations professionnelles. La première question qu'on nous demande, c'est où sont les datas. Alors, où sont les datas ? Après, on a le droit de réfléchir, mais seulement après. Ce qu'on sait, c'est que l'accès des patients atteints de pathologies psychiatriques au dépistage des cancers est diminué. Alors ça, bon, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est diminué pour finalement des motifs identiques à la population générale. Des représentations liées au cancer, la banalisation, des attentes aux soins des attentes par rapport aux soins qui ne sont pas adéquates, la peur, et ça limite le recours des patients. Et puis ce qui limite leur accès, c'est ce qui va souvent avec la pathologie psychiatrique sévère, un niveau socio-économique défavorisé, un manque de soutien familial, des problèmes d'accès, de transport, des oublis, de la gêne à se montrer, etc. L'âge étant un facteur de plus. Certes, la pathologie mentale représente un risque accru de ces facteurs de risque, mais on n'aurait pas, dans les différentes études, il n'y en a pas énormément, de motifs spécifiques de faible recours au screening ou au dépistage chez ces patients. Première question qui se pose, finalement, une histoire de vulnérabilité et... Je disais, est-ce que c'est de l'éthique, est-ce que c'est de la pluridisciplinarité, je ne sais pas. Mais en tout cas, une vraie question que pose la représentation de l'accès aux soins par une population dont on pourrait penser que justement, c'est parce qu'elle
son mode de fonctionnement la rend moins désireuse de soins, qui a simplement moins accès que les autres parce qu'elle est plus vulnérable. Même constatation, même donnée en ce qui concerne l'accès au traitement, avec des problèmes d'observance sur lesquels on commence à avoir des données. Il y en a une que j'ai pas eu le temps d'intégrer là, qui vient tout juste de sortir sur le cancer du sein et l'observance aux anti-aromatases, montrant que la dépression est un facteur de risque majeur de non-observance. Même chose globalement qu'on retrouve pour les études plus anciennes, un risque de non-observance majoré pour des raisons spécifiques à la pathologie mentale. Perte d'espoir, isolement social, troubles cognitifs, mauvaise communication. Un patient profondément déprimé est ralenti, va moins s'engager dans le lien, va moins susciter l'intérêt et l'empathie et va avoir effectivement des risques de moins bonne communication. Et puis pour des causes non spécifiques, comme pour le dépistage, je ne reviens pas dessus. C'est la même chose pour les patients atteints de psychose, de schizophrénie ou apparentée, moins bonne adhésion aux soins, moins bonne compréhension des soins. Et là, pour le coup, on est dans des troubles spécifiques liés à la maladie, tendance au repli, à la passivité, clivage entre les équipes, interprétation quelquefois erronée de certains symptômes, mais toujours un problème de co-occurrence de facteurs de risque avec des problèmes de carence éducative. Donc là aussi, des données qui sont en faveur d'une carence de soins chez ces patients. Je vous disais que j'allais parler en tant que psychiatre, et la question pour nous, c'est comment la psycho-oncologie, l'intégration de la psychologie au cœur des soins peut permettre de favoriser l'accès aux soins de ces patients. Alors, une autre question qui est quelque chose qui me met très en colère depuis des années, mais je pense qu'il va falloir que ça va encore durer assez longtemps parce que les raisons sont complexes, c'est ce tout petit critère d'exclusion qui est en général le 13e ou le 14e dans quasiment tous les protocoles de recherche en cancérologie, mais j'imagine dans d'autres disciplines aussi, patients ne pouvant se soumettre aux contraintes de la recherche pour des raisons psychiatriques, sociales ou géographiques. Une espèce de délit de faciès psychiatrique. Alors, bien sûr qu'on peut comprendre, quand on fait un essai, on a besoin de limiter les perdus de vue, ça coûte très cher, puis parce que, pour être juste, ça limite la validité de l'essai. N'empêche que, à une époque où où l'Institut national du cancer présente l'accès à la recherche et à l'innovation comme une chance, à l'époque où on donne des objectifs d'augmentation d'inclusion dans la recherche au niveau national, accepter sans aucune question qu'il y ait ce petit item à la fin des protocoles pose de vraies questions. La vraie question étant peut-être simplement pourquoi est-ce que cet item peut être généré sans qu'on ait posé la question à un psy de savoir si un accompagnement permettrait éventuellement aux patients de se conformer à l'essai. Ne serait-ce que ça, pour tenir compte du contexte global. Et puis, la question va plus loin. Vous avez certaines molécules, il y a des protocoles récents sur des inhibiteurs de P3 kinase, qui sont des molécules qui peuvent éventuellement, dont on n'est pas totalement sûr qu'elles n'aient pas un effet psychologique. Il y a eu un ou deux cas de suicide dans les tout premiers essais, du coup les promoteurs sont terrorisés. Et on retrouve du coup dans les items d'exclusion, ce que vous avez là, donc des items qui sont traduits autrement, c'est des items quantitatifs d'exclusion reposant sur des questionnaires. Donc il ne s'agit pas de relations, il ne s'agit pas de soins, il ne s'agit pas d'essayer de voir si on peut soigner, on en est très très loin. Simplement, l'attaché de recherche clinique vérifie si ces questions-là comportent éventuellement une exclusion, et ça va permettre, quand on regarde bien, d'exclure les patients ayant globalement des problèmes de santé mentale, ayant des idées suicidaires, étant particulièrement anxieux. Mais alors, on met aussi les bipolaires, les obsessionnels, les schizophrènes, antécédents de suicide et de pensée d'homicide, parce que tout ça, c'est pareil, c'est dangereux. Non. Et là encore, c'est quand même très perturbant de voir comment, sans aucune question, on va exclure une population de l'accès à ces molécules, ce qui veut dire, d'ailleurs, obtenir des résultats de recherche qui ne seront pas basés sur la population générale. Et avec la vraie question après, est-ce que ces médicaments testés donc sur une population biaisée vont être accessibles ou pas à l'ensemble des patients, ou est-ce que de fait, pour protéger la sécurité de l'essai, on va avoir exclu tout un pan de malades du test de l'hypothèse de recherche. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est effectivement cette idée que le fou, toute notre représentation du fou est en dehors de l'acceptation implicite de l'autorité et de la règle, donc on ne pourrait pas le mettre dans des essais, c'est pas possible, il va forcément en sortir. Ça repose sur un manque de connaissance de la pathologie mentale, sur des stigmatisations, des représentations erronées. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a des psys dans les services de cancérologie.
avec des phénomènes qui vont quelquefois être très délétères pour le patient. La notion de mauvaise compliance des patients atteints de pathologies psychiatriques est quelque chose qui peut générer une culpabilisation inconsciente du patient. Bah oui, si vous aviez pris le traitement, si vous étiez venu faire l'examen de surveillance. Et il y a derrière des mécanismes en miroir qu'on va voir se mettre à l'œuvre tant entre les équipes oncologiques et les patients qu'entre les équipes oncologiques et les équipes psychiatriques. Il y a une espèce d'exclusion réciproque de celui qui est différent. Et là aussi, je pense qu'en termes de respect de la subjectivité, en termes d'accès aux soins, en termes d'égalité, qui sont d'autres conséquences d'une éthique du soin, on va pouvoir avoir un rôle en tant que psy. Et puis, juste un détail sur une chose que je trouve importante, parce que ça, c'est une question de formation. La relation de soins est souvent plus ou moins implicitement validée par la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que si jamais je suis renseignée sur le fait que j'ai bien fait le soin que je devais faire, parce que le patient en face a eu l'air content, m'a souri, j'ai l'impression que j'ai une bonne relation avec lui, enfin, ce genre de choses. Et effectivement, avec des patients atteints de pathologies psychiatriques sévères, ça peut ne pas être le cas, pour des raisons simplement d'expressivité faciale, pour des raisons de ralentissement ou d'émoussement affectif, pour des tas de raisons qui ont trait à la pathologie elle-même, à la comorbidité. Et du coup, cette relation, ce feedback positif ne va pas se faire. Il va falloir effectivement, pour les équipes oncologiques, accepter une relation frustrante. Et accepter une relation frustrante, c'est quelque chose qui peut plus facilement parfois se faire quand il y a un psy qui vient donner un coup de main et s'intégrer dans l'équipe. Le risque, c'est quoi ? C'est l'abandon, c'est l'indifférence, c'est cette idée implicite qu'il y a des codes, alors des codes des soins qui sont de plus en plus rigides. C'est la grande histoire du patient partenaire. C'est bien le patient partenaire, mais alors faut qu'il aille bien dans sa tête pour être un bon partenaire. Parce que les patients qu'on voit au quotidien, qui vont un peu plus mal, ont quelquefois beaucoup de mal à aller chercher de l'information tout seul, à être capable de recevoir le SMS qui fait qu'ils appellent l'infirmière pour donner les résultats de leur numération. Enfin, toutes ces choses qu'on demande à un patient de faire aujourd'hui, qui sont des vecteurs d'autonomie pour des patients qui vont bien, formidable. Le problème, c'est que les psys s'occupent en général de ceux qui vont moins bien. Et le risque, c'est effectivement de construire un système non éthique, parce que générateur en lui-même d'exclusion, là où la barre sera trop haute. Et avec cette idée que finalement est capable d'être auteur et acteur de sa propre vie, tout individu, et pas simplement tout individu capable d'avoir accès à la distribution des soins, capable d'avoir accès à ce partenariat. C'est toute la notion d'alliance, avec cette notion d'alliance fondamentalement dissymétrique, et d'une alliance qui est supposée pouvoir aller très très loin pour aller chercher l'autre. Et ça, on va en parler dans des situations cliniques après. Alors, un exemple de situation clinique qui nous a mis en grande difficulté, c'est une patiente de 46 ans qui avait un carcinome muco-épidermoïde, je crois, du massif facial, enfin une tumeur à évolution très très lente. La traduction pour le psychiatre, c'est ça. Tumeur placée à l'intérieur du massif facial, patiente avec une pathologie psychiatrique mal étiquetée, qui nous était arrivée à Gustave Roussy en venant d'un hôpital, d'un tout petit hôpital de province, et où elle avait des soins. On savait que le CMP était dans la boucle, mais personne n'avait jamais très bien réussi à savoir ce qu'elle avait. En tout cas, une dégradation sociale majeure, une patiente qui vivait d'aide sociale, 3 enfants tous placés, qui ne voulaient plus la voir. Enfin, vous voyez à peu près le type de handicap lourd. Et ce qu'on lui propose, c'est un traitement chirurgical très lourd, puisqu'il s'agissait d'une ablation d'une partie du massif facial. Alors certes, avec une reconstruction, on refait la mâchoire avec le péroné, enfin tout ce que vous savez, c'est quand même très lourd. Et le problème, c'est que c'était ça, ou l'évolution spontanée d'une tumeur qui était très douloureuse, puisque dans un espace clos et bourré d'innervation. Le problème de cette patiente, c'est qu'elle avait une demande de soins. Elle se présentait, surtout dès qu'elle était un peu symptomatique, elle se présentait à l'hôpital en disant « soignez-moi, faites quelque chose ». Et puis dès qu'on mettait en place quelque chose, elle ne venait pas faire les IRM, ou quand on arrivait à la mettre dans une démarche de soins, elle se mettait en dehors, je surveille juste l'heure, elle se mettait en dehors de elle est sortie une fois de l'hôpital comme ça, la veille de l'intervention chirurgicale. Enfin, elle montrait par son comportement un consentement plus qu'aléatoire. Certes intriqué aux troubles psychiatriques, puisque c'était dans des moments de fluctuation d'angoisse, certes associé à une instabilité émotionnelle, un vécu plus ou moins interprétatif, à une vraie vulnérabilité psychiatrique. C'est une femme qui avait été enfermée, par exemple, dans
dans une citerne quand elle était petite, dans la cour de sa ferme. Et effectivement, dès qu'on la mettait dans une IRM, ça allait pas du tout. Et effectivement, on se trouve dans une situation de trouble psychiatrique qui, à la fois, module potentiellement le discernement, mais qui, en même temps, mettent en péril le succès de l'intervention chirurgicale, puisque, avec un consentement aux soins pareil, on voyait mal comment imaginer les 6 mois de rééducation après. Pardon, je suis partie en arrière. Voilà. Donc, les questions qui se sont posées pour cette patiente, c'est est-ce qu'elle comprenait les informations données? A priori, oui. Est-ce qu'elle comprenait les risques, y compris le risque d'évolution vers la douleur? La réponse est oui. Est-ce que la pathologie psychiatrique était impliquée dans la situation? La réponse est oui. On a effectivement un état de vulnérabilité particulière, et la question c'est est-ce qu'on plaide le défaut de discernement au sens où l'état émotionnel ne permet pas au discernement d'agir sur le comportement, ou est-ce qu'on plaide la mise en cause d'un principe de bienfaisance vu du côté médical, c'est-à-dire des médecins qui diraient il faut absolument la soigner parce que sinon cette pauvre dame va avoir un jour très mal et va être très mal, même si elle ne comprend pas et qu'éventuellement on engage des soins avec une contrainte. Alors, sur cette question-là, on a sollicité le comité d'éthique de la Ligue, le comité national d'éthique de la Ligue contre le cancer. Et c'est pour ça que je me suis permis de ramener le cas, parce que j'ai trouvé leur réponse qui nous a beaucoup aidés. Et leur réponse était de dire, finalement, ce qui peut éclairer ce cas, c'est de se ramener aux missions justement du psy et de l'équipe oncologique, essayer de tout faire pour éclairer le discernement, et pour renforcer, pour être certain de la compréhension, être capable de reconnaître les formes de refus, y compris dans leur traduction comportementale, et surtout, tout en s'engageant pour éviter la non-assistance à personne en danger. Alors, je n'ai pas le temps de vous résumer là, mais c'est une histoire qui a duré 9 fois, où on a appelé 18 fois à l'hôpital, le CMP, on a remué ciel et terre pour la faire revenir, et à chaque fois, elle repartait à la dernière minute. Et avec surtout, finalement, ce cadre très rassurant, qui est qu'un questionnement éthique ne doit pas ni majorer les limites du possible du soin, ce qui serait une non-assistance à personne en danger. De toute façon, éthiquement, on le respecte, on ne peut rien faire. Mais dans ce cas-là, ne doit pas non plus reculer les limites du possible. Et on était effectivement sur une question de non-possibilité, où la vraie attitude éthique, et ce qui a été fait au plan psy après, c'est d'accompagner l'équipe oncologique pour arriver à faire de ce refus quelque chose d'éclairant pour leur pratique ultérieure, et pas la conclusion que quand c'est un malade psychiatrique, on ne traite pas, parce que de toute façon, la dernière fois, on a attendu 9 mois, et même le comité d'éthique de la Ligue nous a dit qu'on avait eu raison. Alors, ça c'était ce que je voulais vous dire sur l'accès aux soins. Sur le refus de soins, alors on va pas parler de tout, sauf si on a l'occasion tout à l'heure, mais je voudrais vous juste rappeler que la Société française de psycho-oncologie et l'AFSOS se sont associés pour l'écriture d'un certain nombre de référentiels dans le domaine de la psycho-onco, qu'il y en a un sur le refus de soins en oncologie chez l'adulte, qui est donc disponible sur les 2 sites internet, et qui va... alors vous avez un magnifique arbre décisionnel, totalement illisible du fond, mais c'est normal, comme ça vous irez sur le site. Et je voudrais simplement rappeler les questions qui ont été à l'œuvre. C'est une question sur le discernement qui était une question, là encore, de clinicien et pas d'éthicien strict. Une des questions fondamentales a été, est-ce que chez ce patient qui refuse les soins, il y a des symptômes dont la sévérité est susceptible d'altérer les capacités de discernement, et où dont le traitement peut faire évoluer la situation. Ça veut dire quoi? C'est le patient douloureux, le patient avec des symptômes physiques majeurs, le patient avec des troubles cognitifs, le patient avec des troubles psychiatriques sévères, une mélancolie, je vais vous montrer un exemple, une anxiété majeure, ou une attaque de panique, des choses comme ça. Et c'est une des places du psy, et ce pourquoi il va être sollicité, c'est pas pour faire changer d'avis le patient, comme c'est souvent un peu le rôle qu'on nous donne en cas de refus de soins, mais c'est pour essayer de vérifier effectivement que son discernement n'est pas altéré par une symptomatologie pour laquelle on pourrait apporter un traitement. Et puis, accessoirement, il va y avoir évidemment un rôle de médiation et d'essayer de compréhension des représentations, de compréhension de ce que le patient souhaite. À chaque fois, on est pris dans ces situations de refus de soins, vous le savez, entre les deux principes d'autonomie et d'assistance à personne en danger. Je voudrais juste rappeler, puisqu'on parle de psy, que l'atteinte des capacités de discernement d'un patient, même lorsqu'on l'établit, ne le prive pas de ses droits et de sa liberté. Donc on n'est pas pour autant autorisé à le traiter, mais là c'est encore une autre question. Donc, juste rapidement, le rôle du psy dans cet arbre que je vous engage à aller regarder, je mets ça dans le bon sens, ça irait mieux. Le rôle du psy, il va être éventuellement,
une fois qu'on aura renforcé l'information du patient, éventuellement donné un deuxième avis, fait une deuxième proposition, une fois qu'on se sera assuré du contrôle des symptômes physiques, le psy il va être là, vérification de la capacité de compréhension et vérification de l'état psychiatrique. Il va être ensuite, si jamais il n'y a pas ni trouble cognitif majeur, ni trouble psychiatrique majeur, il va être dans une recherche de médiation, dans une recherche de compréhension, dans une recherche de comprendre ce qui fait que cette proposition n'est pas adéquate pour le patient. Et éventuellement, il va être dans la discussion éthique et collégiale qui aura lieu s'il y a un problème psychiatrique grave ou s'il y a un problème de trouble cognitif grave, puisque dans les deux cas, il n'y a pas abolition du discernement, et il va falloir effectivement structurer un espace de parole. Alors, ça, ce n'était pas le thème de la présentation, donc je passe rapidement. Autre situation clinique. Une patiente demandant un arrêt des soins, c'est un coup de fil que j'ai eu un jour d'une collègue en SSR, me disant « Écoute, on est en train d'envisager avec l'équipe une décision de limitation des thérapeutiques chez une patiente qui veut plus rien. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Voilà, c'était la veille de Noël, donc me disant « On ne peut pas vraiment organiser une réunion tous ensemble, mais quand même, je voudrais un avis externe. » Et elle raconte l'histoire d'une patiente qui, 4 mois plus tôt, avait été opérée d'une tumeur, là encore, du visage, de la tête métastatique, opérable néanmoins au prix de séquelles fonctionnelles majeures prévisibles, mais opérable néanmoins avec une patiente qui, à cette époque-là, avait clairement demandé des soins, dame très dynamique et autonome. En préopératoire, quand on lit le dossier, on voit l'infirmière note à 2 endroits différents: attention, la patiente n'a pas l'air d'avoir bien compris ce qui l'attend. Il faudrait la réinformer. On ne peut pas savoir si ça a été fait, c'est pas noté dans le dossier. Ce qu'on note aussi dans le dossier, c'est des facteurs de risque de vulnérabilité. C'est une patiente qui est veuve, qui est isolée socialement, qui est déjà sous antidépresseurs depuis des années. Là-dessus, elle est opérée, elle a un post-opératoire difficile, à 6 semaines, elle est toujours hospitalisée, et petit à petit, elle est de plus en plus fatiguée, de plus en plus ralentie, elle dort pas bien. Et là, forcément, vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure sur ces mécanismes d'exclusion en miroir, on se dit qu'elle a un antidépresseur et que ça doit être ça qui la fatigue. Les psychotropes, c'est connu, c'est pas bon pour les patients. Et donc, on arrête l'antidépresseur en se disant c'est iatrogène, et puis on l'envoie en SSR parce que quand même 6 semaines, ça fait long pour une T2A. Et 8 semaines après, le SSR appelle sur un tableau d'une patiente qui va effectivement... Alors, je l'ai fait venir le lendemain matin, cette patiente. Une patiente mutique, ralentie, qui est dans un état somatique assez effroyable et un peu dur à comprendre, mais dont on comprend quand même qu'elle se reproche son état, qu'elle pense qu'elle sent mauvais, qu'elle est un poids pour tout le monde. Une équipe qui est prise dans des mécanismes, alors à la fois de compassion, de si j'étais à sa place, de c'est épouvantable ce dont elle souffre, de frustration, parce que on avait l'impression que ça allait bien se passer, puis ça se passe pas bien, voire de culpabilité sur ce qu'on lui a fait, dans cet hôpital où on traite des tas de choses. Donc finalement, la communauté soignante devrait réparer et là montrer de la compassion vis-à-vis de cette dame. Et un mélange entre l'idée de finalement être bienfaisant avec elle. Est-ce que c'est répondre à ce qu'elle demande, c'est-à-dire tout arrêter, ou est-ce que c'est rester engagé et continuer à la traiter, mais à traiter une dame qui hurle quand on lui fait ses soins et qui dit fichez-moi la paix et enlevez tout ça. Et effectivement, la demande de limitation des soins, elle était dans ce magma-là où il a effectivement fallu deux rôles de psy. Le premier avec un avis clinique strict, disant attention, là, clairement au niveau émotionnel, cette patiente ne peut pas être considérée comme ayant son discernement. Et d'autre part, en soutien de l'équipe, justement pour essayer d'y faire un peu le tri dans ces différents mécanismes-là et arriver à réengager l'équipe sans clivage dans une démarche de soins qui est à peu près compréhensible pour tout le monde, ce qui est quand même une condition pour que ça se passe correctement. Alors, cette histoire-là, c'est bien terminé, elle ne se termine pas toute bien, mais dans ce cas présent, la patiente a été mise sous double traitement antidépresseur et amphétaminique parce que ça marche plus vite. Et dans ce type de situation, c'est très pratique. Et 3 semaines après, elle ne se souvenait plus de m'avoir vue les 2 premières fois. Elle allait déjà mieux en termes de cicatrisation et elle avait repris une demande de soins et cette dame est rentrée chez elle 3-4 mois après. Ça ne se passe pas toujours aussi bien, mais c'est un joli exemple aussi, là encore, de comment finalement un psy peut arriver. Alors, peut arriver à être contributif dans toute une démarche. Alors, pour clore un peu ça, quelques remarques sur comment on peut imaginer
qu'un psychologue ou psychiatre s'intègre dans les soins. Et je voudrais juste faire une remarque par rapport à ça pour rebondir sur la présentation d'offres de soins de support associatifs qui a été faite tout à l'heure, qui est une super initiative. Et je crois qu'il y a plein de choses qui se passent pour les patients. Et c'est vraiment très bien et c'est une très bonne chose que de les cartographier. C'est pas mon propos. Par contre, ce dont je vous parle là, c'est d'une intégration au cœur des soins. Et je pense qu'il y a un vrai risque au niveau de la psycho-oncologie, le reste je ne sais pas, je vais parler que de ce que je connais. Imaginez que les soins psy, ça puisse se faire à l'extérieur et qu'il y ait une espèce de reconstruction bienfaisante du patient à l'extérieur des lieux de soins. Très clairement, dans un certain nombre de cas, c'est à l'intérieur des soins que ça se passe. Peut-être pas pour tout, c'est une autre question, mais je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est que ce dont je parle, c'est vraiment d'une intégration au cœur des soins, qui est la définition de la psycho-oncologie. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de travailler sur la reconnaissance du visage de l'autre, comme l'expression de Lévinas, pour renvoyer à tout ce corpus-là, c'est-à-dire comment effectivement l'autre va en permanence rester un être subjectif à atteindre, qui va à la fois nous empêcher de lui faire du mal et nous tenir et nous attirer pour l'aider. En tout cas, quelque chose qui va être du registre de l'engagement, et c'est parce que l'autre est ce visage qu'on va s'engager et pas le négliger. Et je pense que le rôle du psy, pour justement que l'autre soit vraiment un visage, est quelque chose de fondamental. On le voit par exemple avec des patients psychiatriques, des patients psychotiques, que les équipes ont un peu de mal à investir, ce que je vous disais tout à l'heure sur le feedback, et pour lesquels parler du patient à l'équipe, être capable de restituer son milieu familial, tout son background de vie, va le retransformer en un patient doué d'une subjectivité avec lequel on peut engager un lien et donc on peut ne pas négliger. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, c'est que quand on parle d'éthique, on parle notamment de valeur d'un groupe, au sens étymologique du terme, et que qui dit valeur d'un groupe va dire des places diverses dans le groupe, et va dire des représentations très diverses. Et rien que là aussi, on a, je pense, un rôle à jouer en tant que psy, pour essayer d'avancer pour construire un soin respectueux de la personne, alors même que les notions de santé, de souffrance, d'autonomie, de responsabilité peuvent avoir des déclinaisons différentes selon chacun. Je pense que pas un d'entre nous ici, on a la même définition de la santé. Est-ce que la santé, c'est comme on le dit aujourd'hui, des soins jusqu'à augmenter l'être humain, augmenter ses capacités? Est-ce que c'est simplement l'absence de souffrance? On peut refaire un colloque là-dessus, c'est pas le lieu aujourd'hui. Mais en tout cas, il va y avoir dans cette notion de discussion éthique une notion de pluralité, de pluridisciplinarité en oncologie notamment, et d'importance de soutenir une position dialectique, d'être capable de tenir la capacité de questionner, de se confronter, de supporter le doute, de supporter la différence, de soutenir une éthique qui est du registre de la procédure éthique. Pas tellement de la responsabilité, pas de la conviction, mais de la procédure. Et là aussi, je crois qu'on a un rôle potentiel à jouer. Le milieu du soin est un milieu où les logiques différentes se confrontent. Les logiques ne sont pas les mêmes. Je vous en ai dit un petit mot sur les représentations. Elles sous-tendent des logiques différentes. Mais on est capable aussi d'être très ambivalent. La patiente dont je vous parlais tout à l'heure, la patiente qui avait sa tumeur du visage, générait des ambivalences majeures au niveau des équipes. Entre des mots, on disait mais il faut absolument la traiter, c'est pas possible qu'un jour elle arrive en soins palliatifs en disant qu'on ne l'a pas traitée. Il y a ça aussi dans l'ambivalence de l'individu. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je la traite pas ? Et puis en même temps, ça va être tellement terrible qu'il ne faut pas le faire. Donc, on a nos propres ambivalences, les patients les ont. Et indépendamment des ambivalences individuelles, on est dans des lieux qui génèrent eux-mêmes des contradictions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les ressources du soin. Par exemple, quand on a un patient schizophrène pris en charge pour un traitement de chimiothérapie, il n'est pas rare qu'on soit obligé de le voir à toutes les séances, voire de l'accompagner physiquement. Je suis une patiente qu'il a fallu comme ça accompagner le jour où on lui a posé un stérilet parce qu'elle avait peur de la procédure l'utéroscopie, enfin, l'examen visualisant l'utérus, qui est je ne retrouve pas le terme, pour mettre en place le stérilet. Et il a fallu effectivement physiquement aller au bloc avec elle, il a fallu l'accompagner pour la radiothérapie, mais elle a été traitée, elle a eu accès aux soins normalement. Si on fait ça, combien de patients on ne voit pas ? Et quelle mise en tension génère la limitation des ressources d'une institution
et la façon avec laquelle l'organisation des soins va laisser plus ou moins la place aux particularités du patient. Donc, attention, ces tensions éthiques vont effectivement se nicher dans ces discordances-là, dans ces contradictions-là, et il va falloir effectivement qu'on puisse être agent de lien et d'accompagnement. Et puis, toujours, si on essaie de réfléchir un petit peu à comment on peut aider, dans un monde où on verrait bien les soins comme de l'évidence-based, et ce serait tellement rassurant d'avoir que de l'évidence, on sait bien que la prise en soin, ça reste une rencontre de sujets, ça reste une rencontre de subjectivité, et qui dit subjectivité va dire affectivité de l'un et de l'autre, stratégie de défense des identités des uns et des autres. Je vous parlais tout à l'heure de ce désir de soins de ma patiente avec son carcinome mucoépidermoïde, désir de soins basé finalement, si on y regardait bien, sur l'idée de ce qu'on allait penser de mes valeurs de soins si jamais je l'abandonnais. C'est aussi la capacité à comprendre les émotions de l'autre et à ses attentes, et ça c'est une formation, ça s'invente pas. C'est aussi la capacité à s'abstraire d'un milieu émotionnel pour pouvoir penser. Et la patiente, la Solange déprimée de tout à l'heure, c'était bien ça le problème. C'était la difficulté de l'équipe soignante à s'abstraire de la dépression de la patiente et la façon avec laquelle l'équipe était prise dans ce mouvement dépressif. Là aussi, le psy pourra éventuellement soutenir et essayer d'éclairer la compréhension des positions de chacun. J'ai presque terminé, il faut qu'on ait le temps de pouvoir discuter, mais un petit mot encore sur la notion d'identité du sujet. Il y a des choses magnifiques écrites par Ricoeur sur le déficit d'estime de soi qui peut soutenir le non-accès aux soins de certains patients et la façon avec laquelle rétablir une identité narrative du patient, qui fait partie des choses qu'on fait quand on est psy dans un hôpital, va lui permettre d'accéder à une meilleure estime de soi et à une demande qui émane de lui-même. Et là encore, on est renvoyé à cette notion de sollicitude et d'engagement vers l'autre. Alors, pour conclure, il y a finalement dans les quelques rôles que j'ai pu lister, et pardon parce que pendant toutes les diapos et toute la présentation, je me suis dit mais finalement peut-être que je parle juste de pluridisciplinarité et de respect. Je sais pas bien, mais je pense que c'est la discussion après qui va permettre de l'éclairer. Mais en tout cas, ce que peut faire la psycho-oncologie, c'est du soutien de la reconnaissance de l'altérité du patient, mais de l'altérité des autres soignants. Et aider à reconnaître ces différentes positions, à cartographier un petit peu ce qui peut se passer, aider à se connaître aussi, aider à comprendre ce qui sous-tend nos motivations en tant que soignants et ce qui peut faire dans certains patients notre désir de soins pour l'autre. C'est la psycho-oncologie en tant que support de la tolérance au doute, être capable justement de soutenir une incertitude, être capable de ne pas vaciller dans nos convictions de soignants lorsqu'on est confronté à une limite et à une contradiction et à de l'incertitude. Et puis c'est enfin la psycho-oncologie comme vecteur et support du maintien du lien et de l'engagement. Vecteur parce qu'on a un rôle à jouer auprès du patient, et que là je parle de l'équipe soignante, mais l'équipe de soignantes c'est aussi nous, donc on est tout autant soumis aux mêmes questions sur la subjectivité, l'affectivité, enfin je n'exclus pas du tout le psy dans les acteurs qui ont à être humbles par rapport à tout ça, mais c'est effectivement comment son rôle va permettre de soutenir l'engagement d'une équipe, et en vous rappelant peut-être pour finir que cet engagement, c'est pas un engagement à la place de l'autre, c'est pas un engagement à la place du patient, on n'y arrive jamais comme ça. Ça peut être un engagement pour l'autre ou surtout un engagement vers l'autre. Et peut-être que finalement c'est là qu'est notre rôle, à essayer de maintenir au maximum cette énergie vers l'autre, d'où va naître une réelle éthique du soin. Voilà, juste conclure cette citation de Didier Sicard. Sur la prise en soin, vous connaissez peut-être, sûrement, c'est donc assumer notre métier pour en faire peut-être le dernier rempart face à l'indifférence de notre monde, le dernier refuge de l'humanité de notre société. Je vous assure qu'en tant que responsable d'un département de soins de support dans un grand hôpital où la T2A est omniprésente, c'est vraiment du vécu. Voilà, et puis juste, je laisse cette diapo derrière pour vous inviter au prochain congrès de la Société française de psycho-oncologie qui est à Lille en novembre. Et on va aussi parler de limites, d'altérité, de liens, d'engagement, enfin de tout ça. Je vous remercie. Bon,
Bon, merci Sarah. Donc, je vais te poser quelques questions. Par rapport au... donc, tu as commencé par les patients psychiatriques. Sans faire référence à des études sur finalement les difficultés d'accès au dépistage et aux soins pour les patients psychiatriques, moi j'ai plutôt l'intuition comme ça, avec le recul des années, que nos patients psychiatriques, je travaille aussi sur un secteur psychiatrique, finalement quand ils sont atteints d'un cancer et pris dans les soins, ça se passe pas si mal que ça. J'ai l'impression que l'hôpital, les soins, le rythme, enfin, tout ça les contient. Et sur cette période qui dure grosso modo une année, eh bien, sur le plan psychiatrique, je dirais presque qu'ils sont des fois un peu mieux, un peu moins délirants, un peu moins explosés. Alors, à une condition, peut-être, c'est qu'il y a un lien qui s'établisse entre le centre de soins cancérologiques et l'équipe de psychiatrie de secteur. Pour des patients de l'hôpital de Flers, enfin du secteur psychiatrique de Flers, qu'on avait donc bien identifié comme allant avoir des soins soit dans un des services de l'hôpital Monod, soit à Baclès, eh bien, avec un soutien renforcé de la part de l'équipe infirmière psychiatrique, finalement, je trouve que c'est très bien, enfin, ça se passait très bien. Et donc, je parle pour des patients schizophrènes ou maniaco-dépressifs, enfin, identifiés comme tels. Donc ça, c'est la première question. Donc ça ne se réfère pas du tout à des études. Moi, je ne suis pas tellement spécialiste des études, mais à comme ça des retours cliniques. Deuxième petite remarque sur la question du refus de soins, où les psys, on est souvent un petit peu appelés quand un patient exprime son refus de soins. Moi, ce que j'ai appris avec les années, c'est qu'il ne faut pas que le psy se lance dans une énième explication de l'intérêt des soins. Il faut plutôt qu'il se pose un petit peu à l'écart, qu'il fasse un pas de côté pour essayer de comprendre pourquoi ce patient ou cette patiente ne veut pas se faire soigner. Et donc ça veut dire se mettre à l'écoute des représentations. Donc il y a des gens qui ont des représentations négatives, enfin préalables, très négatives des traitements du cancer, en référence à leur histoire familiale, par exemple. Et puis le deuxième aspect, c'est celui de la dépression. C'est-à-dire des gens pour qui finalement, enfin, qui sont déprimés, qui tiennent plus trop à la vie, et finalement, eh bien, si c'est le cancer qui devait les emporter, enfin les libérer de cette vie auquel ils tiennent plus trop, eh ben, il laisserait faire. Et donc, à partir du moment où, finalement, ça peut s'exprimer, moi, enfin, c'est pas magique du tout, mais j'ai vu plusieurs fois des gens, à partir où ils ont pu exprimer leur mal de vivre, leur dépression, et être traités de leur dépression, donc là, intervention des psychiatres, eh bien, les gens, enfin, là encore, je peux pas vous donner de chiffres, mais j'ai l'impression que là, ils peuvent... à partir du moment où ils sont entendus et traités au niveau psychique, eh bien, ils rentrent plus facilement dans les soins cancérologiques. Voilà. Deux petites premières remarques. Alors, pardonnez-moi. Sur la question de l'accès, du fait que les patients psychiatriques pris en charge en oncologie finalement peuvent avoir des soins relativement proches des autres et dans de bonnes conditions, ça a été étudié. Alors c'est toujours compliqué parce que quand on publie ces données-là, il y a tout de même un risque fort de non-publication de données négatives. C'est-à-dire que les données publiées, c'est des lieux de soins qui ont fait une analyse de dossier rétrospective, qui ont dit voilà, on récupère les 20 derniers dossiers de patients schizophrènes et on regarde si le plan de traitement auquel ils ont eu accès était le plan de traitement optimal ou s'il a été dégradé.
C'est vrai que ce qu'on trouve publié, c'est des centres qui disent ils ont eu un mode de traitement optimal. Je ne sais pas bien si quelqu'un, dans ces cas-là, publierait sereinement, surtout sur un seul centre, le fait qu'ils ont eu un mode de traitement dégradé. Mais à cette réserve près, il y a plusieurs publications qui font état de possibilités pour les patients de recevoir des traitements totalement identiques aux autres. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette patiente qu'on avait accompagnée un peu loin dans ses soins. C'est vraiment une question de prise en charge de comorbidité. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance d'une éthique de procédure, c'est-à-dire de comment la procédure permet un soin respectueux de l'autre, et pas forcément une éthique de conviction qui consisterait à dire mais sa liberté est de pouvoir refuser les soins ou toute autre position où on sent bien qu'on serait assez vite en impasse, parce qu'on va effectivement en matière clinique, du coup, se noyer dans la question du discernement. Alors que si on raisonne en termes de procédure, on considère la pathologie psy comme une réelle comorbidité, et à ce moment-là, on la prend en charge en tant que telle, de la même façon qu'on prendra en charge, je vais faire bondir le psychanalyste, mais une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Il y a encore aujourd'hui, vous savez comment le plan cancer a insisté sur les RCP d'appui. Et les RCP d'appui, c'est notamment envisagé chez le patient en phase avancée de ses traitements ou en phase palliative, mais ce serait justifié dès le début. Et il y a encore un certain nombre de patients où la prise de décision pluridisciplinaire est impactée par l'existence d'une pathologie psychiatrique, alors même qu'on n'a pas demandé son avis au psy ou qu'on ne l'a pas fait participer à la réunion de concertation. Et moi, j'essaye régulièrement de réveiller mes collègues oncologues en leur disant « Mais il aurait une bronchite chronique, une insuffisance cardiaque ou un diabète, vous ne feriez pas ça. Vous demanderiez l'avis au diabéto et éventuellement vous le feriez venir en RCP. Mais c'est psy, donc c'est autre chose. » Et voire même, ce que j'ai vu aussi, c'est des patients atteints d'un handicap psychiatrique qu'on faisait venir à la réunion de concertation pluridisciplinaire pour pouvoir valider leur consentement, là où même ils sont en situation de vulnérabilité majeure. Et un patient est déjà vulnérable va se retrouver en plus face à 4 ou 5 oncologues. Et on imagine mal en quoi ça peut être une situation favorable à un recueil de consentement. Donc, oui, c'est possible, et d'expérience personnelle et de publication, mais il faut vraiment une formation, et le risque, c'est vraiment ces mécanismes d'éviction réciproque d'un champ. Le patient, mais qui est vrai dans les deux cas d'ailleurs, hein, c'est l'équipe oncologique qui va exclure l'équipe psychiatrique, ne serait-ce que parce que dans un certain nombre de cas, quand on prend en charge un patient, quand on arrête les traitements psychotropes et notamment neuroleptiques d'un patient schizophrène, effectivement, il y a un petit moment, il a l'air d'aller mieux simplement parce qu'il est moins imprégné par les médicaments. Donc, il a moins d'effets secondaires. Donc, effectivement, il peut, dans un court moment, avoir l'air un peu plus normal, entre guillemets. Et forcément, après, ça se passe très mal. Et pourtant, dans un certain nombre de cas, on a ces arrêts bruts des psychotropes et une espèce d'attitude qui s'auto-conforte en disant « mais d'ailleurs, il a l'air beaucoup mieux ». Et là aussi, un rappel simple, quand on commence à penser en médecine que l'autre est un imbécile, on est en général soi-même dans l'erreur. Mais ça, je ne sais pas si c'est un principe éthique, ça doit marcher en dehors du soin aussi. Donc, voilà. La deuxième question, c'était par rapport à la possibilité de laisser dire les choses et de traiter les patients. Et effectivement, là aussi, je rebondirais sur le fait que lorsqu'on met en condition de pouvoir dire, on permet souvent aux patients de ne pas agir. Et que là aussi, on a un vrai rôle à jouer dans cette restauration d'un espace de parole et de subjectivité, où quelquefois le patient va réussir à retrouver ce pourquoi finalement il ne voulait pas de tel ou tel traitement, il va faire évoluer ses représentations, mais parfois il va simplement pouvoir changer d'avis parce qu'il y a un endroit, on l'aura entendu, on aura entendu ce qu'il avait à recueillir sa parole. Bon, donc on ne va pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En attendant que les doigts se lèvent, moi j'avais 2 questions. D'abord, un grand merci pour votre présentation qui fait réfléchir et qui montre combien c'est compliqué de gérer ces cas-là. Le premier point sur la recherche, il est vrai que tous les protocoles
exclut les patients psychiatriques pour des raisons réglementaires surtout, problème de la compréhension et la gestion du consentement éclairé. Donc c'est vrai que dans tous les protocoles, on voit critères de non-inclusion, patient dément ou sous toute tutelle. Donc je pense que pour faire évoluer ça va demander beaucoup de travail. Je voudrais juste réagir. Patient dément ou sous tutelle avec un problème de consentement, c'est évident que c'est un problème réglementaire. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Ça pose la question de faire de la recherche chez des patients non en état de donner leur consentement. Et la question a été posée notamment pour la recherche en situation d'urgence. Mais c'est une autre question. Mais que par contre, on considère implicitement comme non capable de donner un consentement éclairé un patient qui n'a pas d'autres critères que pathologie psychiatrique pouvant entraver l'adhésion à l'essai, c'est ça qui me choque. Exact, d'autant qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure sur les troubles constatés ne concernent pas forcément les patients psychiatriques, la dépression, l'anxiété, etc. C'est souvent des critères de non-inclusion. Et il se trouve que bon nombre de patients qui ne sont pas psychiatriques ont ces symptômes-là. Et donc ma question, c'est... comment gérer ça? Visiblement, c'est très compliqué puisque c'est pas considéré comme comme une comorbidité classique. Est-ce que justement, donc comment ça se passe à l'IGR? Est-ce qu'il y a des RCP soins de support qui permettent de gérer ça pour chaque patient dans le cadre des RCP? Comment ça s'organise? Non, alors non, c'est pas possible. Une des raisons, mais je ne serais pas honnête si je vous disais que c'était la seule, une des raisons est la taille. L'IGR, c'est 10 à 12 000 nouveaux dossiers par an, 40 000 patients en traitement aigu, et l'équipe de psycho-oncologie dont je m'occupe a une file active de 2500 patients. On est une quinzaine de TP, mais on est sur des chiffres qui font que rien qu'en croisement concret, c'est tellement d'équipes différentes pour tellement de patients différents que simplement asseoir autour de la table tous les intervenants pose des questions de pratiques relativement insolubles. Donc non, les RCP de soins de support, la participation du psy au RCP, etc., on en rêve, mais voilà, ça reste pour le moment dans nos rêves. Par contre, qu'on essaie de faire, c'est d'agir en termes de formation. Et effectivement d'être assez intégré dans les soins et d'être assez visible par l'intégration des comptes rendus psy dans les dossiers médicaux, par l'interaction avec nos collègues autour des patients, pour un travail sur les mentalités. Et c'est vrai qu'on a... Je me souviens d'une remarque qui m'a fait très chaud au cœur un jour où un collègue m'a dit mais finalement depuis que votre équipe s'est un peu étoffée, a changé de méthode de travailler, on voit penser les malades. Et alors, à la fois, c'est très sympathique, à la fois, ça fait très peur, parce que ce n'est jamais que ce qu'on traduit de leur pensée, donc c'est un peu intimidant. Mais c'est ça qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de rendre lisible et clarifier le champ psychologique, de manière à ce qu'au moins, on arrête d'exclure par peur et par méconnaissance et par incompétence. Donc, ce sont des formations destinées aux soignants hospitaliers pour dépister éventuellement les besoins des patients, c'est ça ? Formation aux soignants, formation des internes à l'arrivée, tous les 6 mois, courageusement. Et on a pas mal travaillé aussi sur des contenus, les référentiels des différents contenus de formation en ligne. Là encore, avec un souci du nombre, il y a 250 internes à chaque promo à l'IGR. Donc c'est bête, ça fait partie des humilités qu'on doit avoir. C'est cette contrainte permanente du nombre qui nous rappelle à ce qui est aux limites du possible. C'est une bonne initiative. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'ai une question. Je suis infirmière libérale, donc on a déjà été confrontés à des cas de patients qui avaient des problèmes psychiatriques et donc qui étaient atteints de cancer. Ma question, c'est la suivante. On a l'impression des fois qu'ils sont pas vraiment au courant de la pathologie qu'ils ont. Au niveau oncologie, je veux dire. Et faut pas utiliser le mot cancer, faut pas utiliser le mot chimio. C'est arrivé des fois, on arrive à domicile, les parents ou la compagne ou les enfants nous disent surtout ne parlez pas de chimio, de cancer. Ma question, c'est la suivante. Pour la recherche du consentement, normalement, il faudrait effectivement utiliser ces mots-là. Donc après, nous, quand on est en difficulté, à qui on peut s'adresser en fin de compte? Est-ce que ça va être plutôt à l'équipe au niveau du CMP qui va le suivre, ou c'est plutôt directement à voir avec l'équipe d'oncologie? Alors,
Je pense que vous posez une excellente question parce qu'elle pointe le fait qu'un patient, que pour les patients atteints de troubles psychiatriques sévères, encore plus que pour les autres, la communication entre les équipes est majeure pour restaurer un cadre continu et stable. Je pense qu'il faut revenir vers l'équipe oncologique pour savoir ce qui a été dit, et ce qui veut dire qu'il faut que l'équipe oncologique trace ce qui a été dit, parce que dans un certain nombre de cas, les mots ont été dits et les patients ne les ont pas entendus, mais il arrive aussi sûrement dans un espèce de paternalisme bienfaisant, on n'est pas dit les mots. Donc, il faut déjà savoir ce qui a été dit. Il faut ensuite, effectivement, voir avec l'équipe de psy ce que le patient peut entendre et savoir, globalement, pour ces patients-là, que la stabilité de l'information est absolument majeure et sa clarté aussi. Je me souviens du refus de soins d'un patient, c'est un patient avec une tumeur du testicule, un patient schizophrène, et à qui on avait dit, vous rentrez à l'hôpital pour votre chimiothérapie, mais le lendemain matin, vous irez faire une échographie cardiaque à l'hôpital de je ne sais où, et en fonction du résultat de l'échographie, une fois que vous reviendrez, on vous dirait si on fait la chimio ou pas. Le patient a refusé de venir. C'est juste incompréhensible quand on est schizophrène, ce genre de raisonnement à 14 étages et 12 contraintes. Je me souviens aussi d'une patiente qui avait demandé à sortir de l'hôpital en déclarant qu'on voulait la tuer, parce qu'elle avait un drain au niveau abdominal et on avait mis une lame de drainage. Et l'infirmière avait parlé de lame de drainage. Une lame de drainage, effectivement, quand on comprend les choses en dehors du contexte, c'était évident qu'on était en train de la poignarder. Donc, il faut vraiment que vous ayez à ce moment-là un contact avec l'équipe psychiatrique pour justement mieux comprendre à quel degré de troubles du cours de la pensée, de carences éducatives éventuellement, enfin, où est-ce qu'en est le patient. Et après, troisième chose, je pense que vous avez un rôle majeur aussi pour pouvoir dire « Attention, il n'a rien compris ». Parce que là, pour le coup, la question peut se poser de contraintes de résultats. Et la notion, le risque dans ces cas-là, c'est que les soignants vont dire « On a donné une information, alors plus ou moins éclairée, mais c'est bon, on a informé ». Je rappelle qu'une information, elle est faite à partir du moment où le patient a compris. Et donc là, vraiment, je pense que dans la chaîne éthique, si on peut dire ça comme ça, vous avez un vrai rôle qui est de rappeler en disant attention, certes, il consent. Vous avez vu, il y a des procédures en cas de refus de soins. Moi, j'adore. Ça devrait être des procédures en cas de consentement aux soins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne veut pas la même chose que nous, c'est embêtant. Mais alors, tant qu'il veut, on a l'impression qu'il veut la même chose que nous, on ne se pose surtout pas la question de savoir si c'est éclairé. Donc voilà, là, je pense qu'il y a vraiment un rôle à jouer. Donc, moi, je voulais te poser une dernière question, parce qu'on arrive à l'heure. Dans ta conclusion, tu parlais donc du soin comme une rencontre de sujets. Donc une attention, bien entendu, à porter au discours et aux émotions du patient, mais l'éthique, c'est aussi l'attention à porter aux émotions des soignants. Et je pense que peut-être qu'un des apports de la psycho-oncologie, des psys en cancérologie, c'est de permettre, notamment dans des situations limites, qui nécessitent une délibération éthique, et de permettre aux soignants d'exprimer leur propre représentation, qui font des fois blocage, pour arriver à ce qu'on pourrait appeler des fois une révision émotionnelle, et permettre d'avancer, finalement, la reconnaissance des difficultés des soignants, débusquer ce que moi j'appellerais les mécanismes d'identification projective, par exemple, qui font obstacle, permet des fois de débloquer la situation. Donc une attention aux patients, mais une attention aux soignants. Pour moi, c'est aussi ça l'éthique, et peut-être l'apport des psys en médecine somatique. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a eu dans les recherches qui ont été faites sur qu'est-ce qui peut limiter le burn-out des soignants, il y a un essai qui a été fait de formation à la démarche éthique, et on a justement regardé si un travail d'1 ou 2 ans, c'était en longue durée, permettait d'améliorer le burn-out des soignants. C'est un travail canadien, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne changeait rien au niveau de burn-out, mais ça changeait par contre la confiance des soignants dans leurs propres valeurs, et la notion de valeur de groupe. Enfin, là aussi, je pense une bonne traduction de l'effet que peut avoir un groupe Balint ou ce genre de prise en charge.
Bonjour, je suis infirmière libérale en campagne, donc sur la pointe de la Manche. Et donc on est très isolé au niveau infirmier, c'est-à-dire qu'on travaille pratiquement seul, ou on a quand même l'aide des médecins. Mais admettons que nous ne soyons pas bien psychologiquement, qui va pouvoir déceler qu'on pourra continuer à suivre le patient qui lui n'est pas bien non plus, sur lequel on a fait un petit transfert parce qu'il y a un lien d'amitié qui s'est créé. Et à part le service d'oncologie où on peut faire appel, je veux dire, est-ce que le médecin proprement dit peut détecter que nous ne sommes pas bien, que nous ne pouvons plus vraiment assumer le suivi du patient qui, lui, est malade psychologiquement par le fait de sa maladie. Pas forcément une maladie antérieure qu'il aurait eue, mais cette maladie psychologique s'est créée suite au traitement ou à l'évolution d'une maladie et dans lequel il n'a plus vraiment de ressort, en fait. La solution, c'est le collectif. Est-ce que vous avez des rencontres entre infirmières libérales, formelles ou informelles, qui vous permettraient à certains moments d'exprimer vos difficultés, vos doutes dans une prise en charge? Parce que bon, après, poser un diagnostic et vous dire vous êtes plus capable, c'est pas notre rôle, mais c'est peut-être à vous des fois de vous apercevoir qu'il faut passer la main, que... Alors, je suis d'accord avec vous, sauf que dans le canton où je suis, les seules formations qu'on puisse avoir, donc c'est sur Caen. Hein. Et donc, bon, actuellement, on est en train d'y travailler sur Cherbourg, mais on se trouve dans un lieu, enfin, dans un environnement, si vous voulez, où on se sent un peu isolé. Les infirmières libérales ne sont pas forcément suivies par une visite médicale et pour voir son état de santé, à part son médecin traitant. Bon, cela dit, on est grand, on est capable de dire aussi, oui, docteur, je suis pas bien. Mais est-ce que c'est vraiment dû parce que j'ai quelque chose de très très lourd à suivre actuellement, ou est-ce que c'est suite à autre chose, parce qu'on a le droit aussi d'avoir une vie de famille et d'avoir des problèmes. Voyez, quelle va être la limite entre les deux qui va vous permettre en tant que soignant de pouvoir passer au-delà de vos sentiments, au-delà de cette maladie psychiatrique? J'ai juste un cas où le patient était vraiment dans un état assez avancé. Il est venu consulter très tardivement, donc psychologiquement, il avait beaucoup de choses. Il s'est posé beaucoup de questions, sauf que ce monsieur ne parle pas. Donc il faut décrypter en fait son mal, et il a fallu, à force de coups de téléphone, si vous voulez, insister en disant le monsieur a certainement besoin d'un traitement psychiatrique parce qu'il n'est pas bien, mais il ne va pas vous le dire, il n'est pas capable de parler, on ne le comprend pas. Donc quelle est notre réaction nous en tant que soignants et jusqu'où on peut aller? C'est compliqué de vous répondre, parce qu'en fait, il y a plusieurs questions sous-jacentes. Mais il y a une question, la question de quelle est la part de ce qui est lié au malade, de ce qui est lié à soi, ça, je crois que c'est pour le coup une question qui se répond individuellement dans le cadre du soin, et elle n'a pas de réponse générique. La question de jusqu'où on peut aller pour porter la parole de l'autre, c'est à la fois ce que tu disais, Jean-Luc, sur les mécanismes d'identification et le fait. Effectivement, c'est vraiment important d'être averti de ces mécanismes d'identification possibles, au moins pour se poser la question. Après ça, on ne sait pas toujours répondre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour conclure en parlant d'engagement à la place de l'autre, ou d'engagement pour l'autre. Et peut-être que cette notion-là peut éclairer. Quand je m'engage, est-ce que je m'engage à la place d'eux ou est-ce que je m'engage pour ? Ça peut être une façon d'éclairer les choses. Et le troisième axe de réponse, qui est plus large, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la question des ressources en soins. Je pense qu'on a une vraie responsabilité éthique lorsqu'on pense que la ressource en soins qu'on constitue ou qu'on organise, que ce soit en tant qu'infirmière ou en tant que chef d'équipe, peu importe. Mais lorsqu'on a la conviction que cette ressource est insuffisante ou inadéquate, il y a une vraie responsabilité éthique à aller dénoncer cette situation et à ne pas accepter. Le vrai problème serait de se dire, c'est pas probablement pas le cas pour vous, mais ce serait de se dire, je suis mal avec ce patient, je ne sais plus si je fais bien, mais je dois continuer parce que je suis la seule sur le canton. Je ne dis pas que c'est votre situation, hein, je parle de ménage général. Et là, c'est un vrai souci. De la même façon que lorsqu'on est responsable d'une équipe et qu'on se rend compte que la demande de soins d'un secteur est tellement lourde qu'elle
en partie le soin ou l'attention qu'on va pouvoir accorder à un autre, on a une vraie responsabilité à dire stop, je ne peux pas continuer comme ça, parce que si c'est pas vous qui le dites, ce sera personne d'autre. Ce sera pas le patient qui va être laissé directement, et ce sera certainement pas la direction de l'hôpital ou le réseau qui va se dire tiens, peut-être qu'on pourrait renforcer les moyens spontanément. Juste un mot là sur l'écueil, donc le mécanisme d'identification projective, c'est savoir à la place de l'autre. Je vous donne un tout petit exemple d'il y a quelques années. Une jeune femme qui évoluait d'un cancer gynécologique, qui était là hospitalisée, le médecin lui dit « Finalement, on ne va pas vous opérer parce que vous auriez 2 poches. » Et moi, je monte en fin de matinée, et la dame était à la fois en pleurs et très en colère, et elle était partante pour les 2 poches. Elle disait « Mais moi, je veux vivre, j'ai une petite fille de 8 ans, je m'en fous d'avoir 2 poches. » Mais le médecin, dans ses représentations, elle s'était dit moi, quand même 2 poches, c'est impossible de vivre avec 2 poches. Mais elle, la patiente, elle était preneuse des 2 poches. Et donc, l'intérêt, c'est d'essayer d'avancer dans la reconnaissance de ces représentations et de ces émotions qui peuvent être en décalage avec celles du patient, quoi. Voilà. Moi, j'avais juste une toute petite dernière question pour répondre à ce qui vient d'être dit, la question de l'éthique et un impact potentiellement fort chez les soignants en termes d'anxiété, voire de culpabilité. Là, on a parlé de la formation sur la démarche participative, notamment sur le management transversal, etc., et sur la prévention du burn-out. Est-ce que cette formation répond aussi à ce type de questions ou pas du tout? Enfin, je pense que toute formation qui ouvre sur la prise de conscience de soi, la réflexion sur soi, sur ses valeurs, la réflexion sur l'altérité, je pense que toutes ces formations sont un début de réponse. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Si, c'était par rapport aux attentes. Est-ce que ça peut apporter un plus pour mieux gérer le quotidien quand on est confronté à ça? Ouais. Il y a vraiment une question de posture. Je pense que c'est un peu ça. En lien avec ce que tu disais, il y a des très jolis résultats qui ont montré que lorsque on opérait, lorsqu'une intervention chirurgicale ou radiothérapeutique quelconque privait une patiente d'un âge pas très loin de la ménopause, qui a éventuellement déjà un certain nombre d'enfants, de ses possibilités de fertilité, c'était beaucoup mieux toléré lorsque l'équipe médicale, sans s'arrêter à ces représentations, l'informer de la perte de fertilité exactement comme elle l'aurait fait pour une jeune femme de 20 ans sans enfant. Parce que la reconnaissance fondamentale de l'altérité de l'autre dans un cas comme ça, c'est simplement la privation de fertilité possible. C'est pas, ouais, mais dans son cas, elle en a déjà 3, puis de toute façon, elle est ménopausée dans 5 ans, donc c'est pas un problème, je vais lui parler d'autre chose, j'ai pas le temps. Donc voilà, je pense que il y a une question de posture qui facilite une éthique du soin et qui va derrière avoir un impact bénéfique pour le patient et en tout cas pour le fait que le soignant soit en phase avec ses propres valeurs, même si très probablement ça ne suffit pas à jouer sur le niveau de burn-out. Mais ça, c'est vrai, c'est un résultat qui est vrai pour tous les types d'aides sur le burn-out. C'est la conclusion des dernières années de recherche, c'est que la seule chose à faire, c'est plusieurs méthodes. Et c'est à la fois le groupe de formation à la démarche participative, la relaxation, enfin bon, c'est une formation plus ciblée sur de nombreuses cibles. Alors moi, pour rebondir sur la question de la démarche participative, que je dénomme un peu autrement, mais je pense que l'éthique, ça ne se limite pas à la délibération sur les situations extrêmes ou limites. Ça aussi, ça intéresse l'organisation des soins. Et je crois que, par exemple, quand on parle de les questions de la mastectomie en ambulatoire, par exemple, ça pose des vraies questions éthiques. Même si c'est sur les rails et ça risque d'être l'usage le plus répandu d'ici quelques temps, je pense que pour certains patients, ça pose quand même beaucoup de problèmes sur le plan psychique. Et là, la psycho-oncologie a peut-être quelque chose à dire pour essayer
de discuter certaines choses. D'où la question de la capacité à rendre visible ce qu'on veut dire. Et d'où la question de la responsabilité éthique du soignant. C'est-à-dire que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la psycho-oncologie comme ancré au cœur des soins, qu'ils soient intra-hospitaliers ou extra-hospitaliers, c'est pas le problème, mais ancré dans la chaîne de soins. Parce que c'est la capacité du psy à ce moment-là, se rendant compte que pour certaines patientes, cette idée de « ouais, c'est super, elle rentre à la maison le soir même de la tumorectomie » n'est pas forcément si bienfaisante que... Oui, voir de la mastectomie. N'est pas forcément si bienfaisante que ça pour tout le monde. C'est la capacité du psy à le voir, à réagir et à le rendre lisible et audible pour le système de soins qui va permettre que ça évolue. Et là, on a pour le coup, nous, une vraie responsabilité éthique. Et c'est aussi ça la psycho-oncologie. C'est pas juste se mettre dans un coin, recevoir le patient, considérer avec lui que vraiment c'est très difficile ce qui se passe, voire entreprendre des soins, mais de manière clivée. Très bien, merci beaucoup. Je pense que la psycho-oncologie a beaucoup d'avenir. On vous remercie beaucoup et puis je vous propose d'aller prendre un petit café en attendant la prochaine session. Merci à vous.